aujourd'hui un quiz spécial Jules Verne, tiens. En Islande, écoutez bien, pour Voyage au centre de la Terre, est-ce qu'il est réellement allé sur place ou pas? Non. Ah, j'ai entendu un non, bravo. En Sibérie pour Michel Strogoff? Non plus. Wow, vous avez suivi l'émission, c'est bien. Et en Croatie, dont il s'est inspiré pour Mathias Sandorf. Alors, pour ce pays, je vous donne tout de suite la réponse en images. Pour planter le décor de son roman Mathias Sandorf, Jules Verne cherchait une ville théâtrale. Il a choisi Pazin, en Istrie, tout au nord de la Croatie. Au XIXe siècle, cette terre que se disputent les puissances européennes passionne l'écrivain français. Jules Verne soutient l'éveil des nations et l'émancipation des peuples. Et cette Europe centrale, en plein bouleversement, lui offre un souffle romanesque. Mais aussi les ingrédients topographiques pour un récit d'aventure à la frontière du fantastique. Un château centenaire, un gouffre mystérieux où se jette la rivière Pazinčica, un fjord profond où rivière et mer se mêlent sous un soleil de plomb. Le père de la science-fiction explore dans ce roman Mathias Sandorf le monde dans toutes ses dimensions, le pouvoir de l'homme sur la nature et la volonté de s'affranchir de sa condition sociale. Bien avant d'atteindre Pisino, on peut déjà en apercevoir le campanile qui surmonte le groupement de ces maisons, pittoresquement disposées en étages. À 1 heure de route de l'Adriatique, Pazin surplombe les vallées boisées d'Istrie. Ce village perché, que l'écrivain rebaptise Pisino, est depuis les Romains passé sous la coupe de différents empereurs, au gré des ralliements de la région. De son passé vénitien, puis austro-hongrois, la cité a conservé des ruelles en pente, bordées de maisons pastels. Au moment de l'intrigue du roman Mathias Sandorf, Pazin faisait partie d'une province de l'Empire autrichien. L'administration avait son siège ici. Même si Jules Verne n'avait été ni en Istrie ni à Pazin, il connaissait la région et ses lieux à travers la description de certains écrivains, comme Charles Herriart, qui a été à Pazin en 1875, 10 ans avant Mathias Sandorf. Ce reporter et dessinateur, Charles Herriart, rapporte d'Istrie un journal illustré très complet qui interpelle Jules Verne. Depuis son bureau français, l'écrivain étudie les gravures de ce village à la géographie particulière. L'écrivain avait besoin de plus de détails, surtout des détails techniques concernant les lieux. Alors il a envoyé une lettre au maire de la ville de l'époque, Giuseppe Sech. Ce dernier lui a répondu et a envoyé des descriptions détaillées de Pazin. Il lui a même donné des photos. C'est à partir de ces photos qu'ont été faites des illustrations du roman. L'écrivain dispose désormais des matériaux nécessaires pour rédiger son œuvre fantastique. Les historiens littéraires disent que le livre Mathias Sandorf a été précédé de plusieurs œuvres qui n'ont pas séduit le public et qui se sont moins vendues. Pour renouer avec le succès, Jules Verne se met d'accord avec son éditeur Herzl pour écrire un ouvrage à même de le remettre en selle. C'est pour cela qu'il imagine un grand roman monumental, en 3 volumes, qui est décrit dans leur correspondance comme une carte postale de la Méditerranée. Mathias Sandorf paraît d'abord en feuilleton durant l'été 1885.
L'intrigue reflète les préoccupations de cette époque. Un riche aristocrate se bat pour délivrer son pays, la Hongrie, du joug de l'Empire autrichien. Il est arrêté avec ses camarades et doit être exécuté. Mais il réussit à s'échapper et n'a plus d'alors qu'un dessein, se venger de ceux qui l'ont dénoncé. Matthias Sandorf, lorsqu'il s'échappe, disparaît pour réapparaître 15 ans plus tard. Il est devenu un vengeur en quête de justice, comme le comte de Monte Cristo lorsqu'il s'évade de prison. C'est ce que l'on peut voir dans la dédicace du roman. Jules Verne dédie son livre à Alexandre Dumas. Je vous dédie ce livre. J'ai essayé de faire de Matthias Sandorf le Monte Cristo des voyages extraordinaires. Pasine s'est construite autour de sa forteresse, située sur une langue de terre en contrebas des maisons les plus anciennes. L'ancien pont-levis a disparu, mais les armoiries des 5 familles nobles qui s'y sont succédées surplombent encore la porte d'entrée. Dans son roman, Jules Verne fait de ce lieu une prison où Matthias Sandorf endure de terribles souffrances. La forteresse est entourée par la ville, contrairement aux autres châteaux qui, généralement, sont édifiés en hauteur pour surplomber les villages. C'est cet emplacement qui la rend unique. La forteresse de Pisino est un des plus curieux spécimens de ces formidables bâtisses qui furent élevées au Moyen-Âge. Si un prisonnier se fût penché en dehors de l'une de ces ouvertures, il aurait reculé d'effroi, à moins que le vertige ne l'eût entraîné dans le vide. Cette forteresse a beaucoup changé d'apparence au fil des siècles, surtout au XVe puis au XVIIe siècle, lorsqu'elle a été transformée en résidence. Dans cet effroyable cachot, les détenus sont torturés et les pierres étouffent leurs cris. Je me trouve tout en bas de la tour carrée, dans le lieu le plus ancien du château. C'est là qu'il y a le chevalet. Le prisonnier était emmené dans cette pièce et ses pieds et ses mains étaient attachés à des roues qui servaient à l'étirer jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour éviter cette mort atroce, le héros de Jules Verne doit à tout prix s'échapper. Il profite d'une nuit d'orage pour se glisser, avec un complice, le long du mur avant de basculer dans le vide. Pendant 1 minute, sur une longueur de plus de 80 pieds, ils s'affalèrent ainsi, se demandant si cet abîme dans lequel ils s'engouffraient était sans fond. Déjà, des mugissements d'une eau furieuse se propageaient au-dessous d'eux. Dans le roman, la prison surplombe la Foïba, le torrent qui coupe la ville en deux et disparaît en contrebas dans un gouffre caché par la végétation. Cette rivière plonge brusquement sous la ville et permet aux héros de pénétrer le monde fantastique de la spéléologie, une discipline encore bien mystérieuse et fascinante à cette époque des grandes découvertes scientifiques. L'endroit où l'on se trouve s'appelle le gouffre de Pasine. C'est l'abîme dans lequel notre petite rivière Pazinčica plonge dans le sous-sol karstique. Il faut environ 10 minutes pour arriver du centre-ville jusqu'au canyon et à notre lieu d'exploration spéléologique. Depuis le lit de la rivière, on aperçoit le château situé 100 mètres plus haut. Il faut cheminer dans un chaos de pierres moussues pour parvenir à l'entrée du gouffre, un accès direct aux entrailles de la terre que Verne baptise le Boucau. Le gouffre de Pasine est un lieu mystérieux, comme Jules Verne le décrit dans son roman. C'est ici que le personnage principal s'échappe de la forteresse de Pasine. Dans le livre, le niveau d'eau est plus haut d'1 mètre ou 2 qu'aujourd'hui. Et Sandorf réussit à se glisser dans le souterrain.
En quelques instants, il passa de l'intense lumière à la plus profonde obscurité. Le mugissement des eaux avait remplacé les éclats de la foudre. L'impénétrable caverne ne laissait plus rien passer des bruits, ni des lueurs du dehors. Dans Matthias Sanddorf, l'obscurité du gouffre permet au héros de se cacher et d'échapper à ses poursuivants, mais aussi de basculer dans une autre dimension plus métaphorique, vers la terra incognita, des profondeurs de la terre. Dans le souterrain, il y a beaucoup de vie. Le premier exemple est ce petit crustacé, nommé Ifargus, qui est une espèce endémique, qu'on voit seulement dans des sous-sols karstiques. On ne le trouve nulle part ailleurs, et il s'est adapté pour vivre dans une obscurité constante et totale. Cette autre dimension, il suffit d'une lampe pour en prendre la mesure. À 100 mètres sous terre, les cairns de pierre se muent en inquiétantes statues. 20 ans après avoir écrit « Voyage au centre de la Terre », le romancier se sert une nouvelle fois du monde souterrain pour impressionner ses lecteurs. Cette eau entre dans le gouffre de Pazin, dans le sous-sol karstique. Mais elle ne ressort pas dans le canal de Lem, comme le dit Jules Verne, mais de l'autre côté de l'Istrie, dans le canal de Rasa. Matthias Sanddorf, en réalité, n'aurait jamais pu traverser tous ces obstacles. Il a seulement pu y arriver dans l'imaginaire et le roman de Jules Verne. La Foiba, sortie de ce sombre canal, avait repris son cours à ciel ouvert. Mais vers quel point du littoral se dirigeait-elle? Sur quelle mer se découpait son embouchure? C'était toujours l'insoluble question. Question de vie ou de mort. La traversée de la grotte provoque un changement d'identité. C'est bien Matthias Sanddorf, l'aristocrate déchu, qui pénètre sous terre. Mais c'est un homme nouveau qui ressort de l'abîme quelques kilomètres plus loin. Il porte dorénavant un nom hautement symbolique, Dr Antekirt. Et comme le comte de Monte Cristo, il sillonne bientôt la Méditerranée pour se venger de ses ennemis. Un banquier, ses hommes de main et quelques bandits. En 1885, lorsque paraît Matthias Sanddorf, les lecteurs découvrent cette Croatie dantesque et ces espaces sauvages que Jules Verne a su magnifier afin de leur faire partager les visions prémonitoires autour desquelles il a bâti son œuvre. Jules Verne a dédié Matthias Sanddorf à Alexandre Dumas. Figurez-vous, Dumas qui, paraît-il, était très grand, et en Croatie, il serait sans doute passé inaperçu. Thomas Chauvineau vous explique tout de suite pourquoi dans le clin d'œil. Jules Verne aime les géants. Les éléphants géants, les calamars géants, les montgolfières géantes. Et en Croatie, il est servi. Dans ce pays, on est grand. Il n'y a qu'à regarder les joueurs de l'équipe nationale de football. Lors du mondial 2018, le joueur le plus grand, c'est le gardien, Lovre Kalinic, 2,01 m. Lors de l'Euro 2012, les footballeurs croates étaient les plus grands de la compétition avec 1,85 m en moyenne. 1,85 m, c'est aussi la taille moyenne des habitants de la Dalmatie, une région croate bien connue, puisque le dalmatien vient de là, un grand chien lui aussi. Wouaf. En fait, tous les habitants de cette région montagneuse qu'on appelle Alpes dinariques sont grands. Ils sont même les plus grands de la planète, si on en croit cette étude anthropologique menée en 2005 sur plus de 2000 jeunes hommes et femmes de 17 ans. Les garçons mesurent en moyenne 185,6 cm, c'est-à-dire plus que les Néerlandais, souvent présentés comme les plus grands du monde. Eux ne font que 184 cm en moyenne. Mieux, 28% des sujets dépassent 1,90 m contre 1,5% en France et 6% en Allemagne.
Et être grand, ça peut aider dans la vie. La preuve, c'est grâce à sa taille, 2,37 m, que le plus grand croate de tous les temps, Grgo Kusic, a eu le privilège de faire partie de la garde impériale de l'empereur François-Joseph Ier. Il était d'ailleurs le plus grand soldat de toute l'armée austro-hongroise, même si l'homme le plus grand du monde est turc. Sultan Kösen mesure 2,51 m. En 2018, les géants de la planète se sont fait une petite virée sur les Champs-Élysées. Et parmi eux, évidemment, il y en a un qui vient des Balkans, le basketteur serbe Dalibor Micic, 2,24 m. Et pourquoi sont-ils grands par là-bas ? La science n'en sait rien. Mais au-delà de ces chiffres vertigineux, une autre étude sociologique, celle-là, a démontré qu'à diplôme constant, les hommes de taille élevée font une meilleure carrière, on leur confie davantage de responsabilités d'encadrement. A l'inverse, c'est plus difficile pour les petits de vivre en couple, comme quoi c'est bel et bien la taille qui compte.